3 mois. La phrase est restée. La guerre, elle, est restée aussi. 3 ans plus tard, ce n'est pas le conflit qui pose question, mais le regard posé sur cette promesse, car ce qui est jugé aujourd'hui comme une erreur de calendrier était, dès le départ, conditionnel. Si tout était en place, rien ne l'était quand Ibrahim Traoré arrive au pouvoir. L'État ne mène pas une guerre, il gère une fiction de sécurité, moins de 100 armes opérationnelles, moins de 100 000 munitions pour tout un pays, des soldats envoyés au front sans fusil. Ce n'est pas un retard stratégique, c'est une mise à nu. La guerre ne traîne pas parce qu'elle est mal conduite. Elle dure parce qu'elle était censée durer. Traoré le dit sans détour, certaines forces étrangères n'étaient pas là pour aider à la finir, elles étaient là pour la réguler, soutenir l'État tout en tolérant l'ennemi. Les dit maintenir l'instabilité comme environnement politique acceptable. Ce jour-là, la décision n'est pas émotionnelle, elle est cumulative. Évacuer les forces étrangères, accepter le coup, comprendre que le vrai combat commence après leur départ. Les critiques comptent les mois. Le pouvoir, lui, compte les absences. Ayant absence d'armes, absence de stock, absence de souveraineté militaire. Le décalage n'est pas temporel, il est structurel. Quand un pays découvre que sa propre armée n'est pas équipée pour exister, la victoire rapide devient un mythe dangereux. Il faut d'abord reconstruire l'outil avant de parler de résultats. À partir de là, une ligne est tracée. Si la sécurité dépend d'autres puissances, elle n'est pas une sécurité. Si la guerre est contenue mais jamais gagnée, elle est un instrument. Et une fois cette logique acceptée, une autre devient inévitable. La fin rapide du conflit n'est plus une promesse politique, mais un horizon conditionné par la souveraineté. La question n'est donc plus de pourquoi la guerre continue, 3S, mais de qui avait intérêt à ce qu'elle ne s'arrête jamais, 3S. Quand l'illusion tombe, il reste la réalité brute. Une armée sans munitions ne défend pas un territoire, elle l'abandonne par défaut. La priorité n'est donc pas la victoire, elle est la survie opérationnelle. Armer ceux qui existent déjà, mettre un fusil dans chaque main avant de parler de stratégie. Ce choix paraît évident, il ne l'était pas, car de nombreux pays puissants refusent alors de vendre des armes au Burkina Faso. Pas par incapacité, par décision. Ce refus n'est pas un accident diplomatique, il fonctionne comme un filtre politique. On aide à condition de contrôler. Traoré tranche autrement, il achète là où c'est possible, il paie. Il ne demande pas l'autorisation morale de se défendre. En parallèle, une autre ligne s'ouvre, le recrutement massif, 10 à 15 000 hommes par an, et pas pour gonfler des chiffres, pour absorber une réalité que peu veulent nommer pendant que l'armée se reconstruit. Le nombre de combattants ennemis augmente aussi. Des mercenaires arrivent, le conflit se professionnalise. C'est ici que le récit change de nature. On ne parle plus d'acheter, mais de produire. 3e phase, fabrication nationale, industrie de défense, non pas comme symbole, mais comme verrou stratégique. Fabriquer ses armes. Ce n'est pas seulement réduire une dépendance, c'est couper une pression future. Celui qui contrôle votre équipement, contrôle votre rythme de guerre. Celui qui ne dépend plus, décide du tempo. Le pouvoir insiste. 2. Ce processus n'est pas achevé. Les équipements arrivent encore. Certains seront visibles bientôt. Surtout du matériel de soutien, l'infanterie d'abord et toujours la base avant la vitrine. Et dans ce cadre, la guerre cesse d'être une suite de batailles et elle devient un test d'endurance étatique. Recruter, équiper, former, produire, répéter. Une phrase glisse alors, presque énigmatique. 2. Vous entendrez bientôt parler d'un albinos noir. 3. Rien n'est expliqué, rien n'est détaillé. Ce flou n'est pas poétique. Il est dissuasif. Dans une guerre asymétrique,
L'imprévisibilité est une arme à ce stade. Une chose est claire. 2. La question n'est plus de savoir quand la guerre finira, mais si le pays aura, cette fois, les moyens de décider lui-même de sa fin. Les armes ne gagnent rien seules. Elles prolongent juste la capacité de ceux qui tiennent encore debout. À ce stade, le pouvoir déplace le centre de gravité. La guerre n'est plus une question d'équipement, mais de volonté. Pas une volonté abstraite, une discipline concrète, imposée et assumée. Traoré est explicite. La mission est sacrée. Échouer n'est pas neutre. Des commandants sont relevés, parfois poursuivis, non pour l'exemple médiatique, mais pour fixer une norme. Ici, voilà, la responsabilité n'est pas symbolique, elle est opérationnelle. Ce choix crée une rupture silencieuse. Une armée où l'échec a des conséquences cesse d'être décorative. Elle devient fonctionnelle. La morale des troupes est alors décrite d'une manière inhabituelle, pas par des slogans, par un refus. Les soldats ne veulent pas que d'autres viennent se battre à leur place, pas des alliés, pas des forces extérieures, ils préfèrent mourir. Cette phrase choque. Elle n'est pas destinée à rassurer, elle est destinée à signaler un seuil psychologique franchi. À partir de là, perdre une bataille ne signifie plus perdre le terrain. Tenir devient la priorité, s'adapter devient la méthode. La résilience devient une doctrine, mais cette transformation humaine ne sort pas de nulle part. Elle est fabriquée. Institut militaire, école supérieure, formation interne, ils n'ont pas seulement pour transmettre des compétences, mais pour verrouiller une narration, de bien savoir pourquoi on se bat, contre qui et pourquoi. Traoré insiste sur un point que beaucoup évitent. L'entraînement étranger n'est jamais neutre, il installe des réflexes, il plante des loyautés invisibles. Former ses propres soldats, c'est empêcher l'infiltration idéologique avant même l'infiltration politique. C'est ici que la guerre change de nature. Elle n'est plus seulement territoriale, elle devient cognitive. Comprendre l'ennemi, bien comprendre ses méthodes, comprendre ses intérêts. Celui qui ne comprend pas devient manipulable. La peur, dans ce cadre, devient un luxe. Si vous avez peur, vous hésitez. Si vous hésitez, vous compromettez. La chaîne est simple, elle est brutale, elle est assumée, mais cette posture a un prix. L'histoire africaine n'est pas un décor. Lumumba, Nkrumah, Sankara, les précédents sont connus. L'ennemi agit rarement de face, il agit de l'intérieur, lentement, méthodiquement. La réponse, ce n'est donc pas un homme protégé, c'est un système éveillé. Et à partir du moment où la sécurité devient collective, une autre frontière est franchie. 2. La guerre n'est plus seulement menée par l'armée, elle est portée par un peuple qui sait désormais pourquoi il est ciblé. À ce point du récit, une clarification s'impose. Ce qui frappe le Burkina Faso n'est pas seulement du terrorisme, c'est une stratégie de prédation. Traoré nomme l'angle mort que beaucoup évitent. 2. Duncan, la guerre est liée aux ressources, pas comme discours idéologique, comme équation économique. Si le pays transforme lui-même ce qu'il extrait, d'autres perdront des emplois ailleurs. Cette phrase n'est pas une provocation, c'est un calcul. Quand l'exploitation reste brute, la dépendance reste totale. Quand la transformation devient locale, l'ordre économique se dérègle. La violence devient alors un outil de régulation. Maintenir l'insécurité, c'est empêcher la planification, empêcher l'investissement, empêcher la souveraineté industrielle. Une guerre sans fin coûte moins cher qu'un pays autonome. À partir de là, le conflit cesse d'être défensif. Il devient existentiel. Se battre, ce n'est plus protéger un territoire, c'est protéger le droit de choisir son modèle de développement. Cette lecture entraîne une conséquence immédiate. 2. L'ennemi n'est pas toujours visible, il ne porte pas toujours une arme, il agit par pression diplomatique, par encerclement militaire, par relais régionaux. L'encerclement n'est pas une impression, il est perçu comme une logique. Base militaire voisine, déploiement frontalier, coopération sélective, rien de spontané.
Tout est cohérent, et face à cela, Traoré ne dramatise pas, non, il normalise. Faire une révolution implique d'accepter l'adversité. Ceux qui bénéficient de l'ancien ordre défendent leurs intérêts. C'est attendu. La réponse n'est donc pas la plainte, c'est la préparation. Un État sans armée forte n'est pas un État, et c'est un espace administré. L'ancien système reposait sur une infantilisation sécuritaire. 2. Ne pas militariser, dépendre d'autres, déléguer la violence légitime. Le rejet de ce modèle crée un retournement symbolique. Aujourd'hui, ce sont des forces étrangères qui cherchent à comprendre comment l'armée burkinabé se forme, s'équipe, opère. Le secret n'est pas un caprice, il est devenu une protection stratégique. Quand un pays cesse de demander la permission d'exister, il devient illisible pour ceux qui le contrôlaient. Cette opacité dérange, elle alimente les pressions, elle renforce l'encerclement. Mais une fois cette étape franchie, reculer n'est plus une option. Accepter la révolution, c'est accepter d'être isolé temporairement, c'est parier que la solidité interne finira par rendre l'isolement inefficace. À ce stade, la guerre a déjà changé de camp et elle n'est plus subie. Elle est intégrée comme le coup d'une rupture assumée. À ce niveau, la question n'est plus de savoir si un homme a peur, mais elle est de savoir si un système peut survivre à sa disparition. Les tentatives de coup d'État déjouées ne sont pas présentées comme des exploits, elles sont évoquées comme des symptômes. Quand la pression augmente, l'attaque ne vise plus seulement le front, elle vise le centre, le symbole, le corps. Traoré refuse la figure classique du dirigeant bunkerisé. Il inverse la logique. Sa sécurité ne repose pas sur une distance avec le peuple, mais sur une proximité calculée. La confiance n'est pas naïveté, elle est méthode politique. Expliquer, rendre visible, créer une compréhension partagée du danger. Cette transparence contrôlée devient une barrière. Quand la population comprend pourquoi la pression existe, elle cesse d'être un terrain fertile pour la manipulation, mais le cœur du dispositif est ailleurs. La sécurité n'est pas déléguée, elle est distribuée. Chaque citoyen est une variable du système, les comportements, les habitudes, les erreurs passées étudiées, disséquées. Lumumba, Nkrumah, Sankara, pas comme martyrs mythifiés, mais comme dossiers stratégiques. Le message est clair, 200 l'ennemi frappe rarement seul. Il infiltre, il recrute, il attend. La prévention devient donc active. Anticiper avant que l'intention ne se transforme en action, même si cette anticipation est mal interprétée, même si elle dérange. Cette logique produit une rupture profonde avec l'ancien modèle sécuritaire africain, souvent importé, souvent dépendant. Ici, la protection n'est pas un service, c'est une responsabilité collective. Ce choix a un coût politique, il exige une discipline sociale. Il impose des limites à certaines libertés perçues, mais il offre en échange une chose rare, la continuité. À partir de là, la révolution cesse d'être un moment. Elle devient une durée. Survivre n'est plus une obsession personnelle, c'est une condition stratégique. Rester en vie, c'est maintenir la trajectoire, disparaître. C'est offrir une victoire sans combat. Cette vision transforme le rapport au pouvoir. Le chef de l'État n'est plus la clé unique. Il est un nœud parmi d'autres, important mais remplaçable, visible mais pas indispensable à chaque instant. Et c'est précisément cette dilution du centre qui rend l'attaque plus difficile. Quand le pouvoir n'est plus concentré, il devient moins décapitable. À ce stade, la question se déplace encore. Ce n'est plus Zodian peut-il tenir 3 Itzera, mais 2, que se passe-t-il si ce modèle tient 3S, car une sécurité pensée comme système ne se contente pas de protéger un pays, elle remet en cause tout un ordre régional fondé sur la dépendance, la fragilité et la substitution permanente des élites. Et une fois ce précédent installé, il devient contagieux. À mesure que la structure se consolide, l'environnement se durcit. Ce n'est pas une surprise, c'est la suite logique.
L'absence du Burkina Faso, du Mali et du Niger à certains forums militaires régionaux est souvent lue comme un manque de solidarité. Traoré corrige la lecture. Ce n'est pas un rejet, c'est une configuration. La confédération n'est pas une fusion. Chaque État garde ses marges. Chacun avance à son rythme. Ce détail institutionnel est essentiel. Il empêche l'accusation de rupture frontale tout en autorisant une réorganisation progressive. L'AES n'est pas fermée, elle observe, elle teste, elle consolide avant d'élargir. Bien dans le même temps, l'encerclement continue. Certains États voisins acceptent des bases étrangères, d'autres ferment les yeux. Ce n'est pas une trahison morale, c'est une dépendance structurelle. Les mains sont liées. Les choix sont déjà faits hier. Traoré ne dramatise pas cette réalité. Il l'intègre. Toute révolution crée une zone de friction. Ceux qui n'ont pas choisi la rupture deviennent des relais involontaires de la pression. La réponse reste constante. 2. Renforcer l'interne pour rendre l'externe inopérant. Si l'encerclement ne peut pas être évité, il doit devenir inutile. Un dispositif qui ne produit aucun effet stratégique finit par perdre sa raison d'être. C'est ici que le discours bascule vers quelque chose de plus large. La question n'est plus seulement burkinabé, elle devient africaine. Pendant des décennies, l'armée africaine est pensée comme un outil secondaire. Ne pas trop armer, ne pas trop former, ne pas trop autonomiser. L'argument est toujours le même. De Camé, éviter la militarisation. En réalité, éviter l'indépendance. Le retournement est brutal. Aujourd'hui, ce sont des puissances étrangères qui cherchent à comprendre le modèle burkinabé, comment former sans dépendre, comment opérer sans être lisible, comment construire une armée qui ne se retourne pas contre elle-même. Ce déplacement du regard est un signal faible mais décisif. Quand ceux qui donnèrent des leçons commencent à observer en silence, un seuil est franchi, mais ce seuil ouvre aussi un risque. Si le modèle échoue, il servira de preuve contre toute tentative similaire. Si le modèle tient, il deviendra une référence impossible à ignorer. À ce stade, le silence n'est plus neutre. Ne pas choisir, c'est laisser d'autres décider. Et c'est précisément ce que ce projet cherche à empêcher. De ce fait que l'avenir sécuritaire du continent continue d'être écrit ailleurs, au nom d'une stabilité qui n'a jamais profité à ceux qui la subissent. À ce stade, une ligne invisible traverse le débat. Ce n'est plus une ligne idéologique, c'est une ligne de responsabilité. Face à ce qui se joue, 3 attitudes deviennent possibles: soutenir, rejeter ou se taire. Et c'est le silence qui coûte le plus cher. Soutenir ce modèle, ce n'est pas l'idéaliser, c'est accepter qu'un État africain tente de reprendre le contrôle de sa sécurité, de son armée, de sa narration. Cela implique des tensions, des erreurs, des zones d'ombre, mais aussi une cohérence rarement assumée jusqu'au bout. Rejeter ce modèle, c'est de faire un autre choix, celui de la continuité, celui d'une stabilité gérée de l'extérieur, celui d'une guerre contenue mais jamais résolue. Ce rejet peut être rationnel, il peut être stratégique, mais il doit être nommé comme tel. Reste le silence. Celui qui observe sans se positionner, celui qui commente sans trancher, Diamé, celui qui critique sans proposer d'alternative. Ce silence n'est pas neutre. Il valide l'ordre existant par défaut, car pendant que le débat se fige, les conséquences avancent. Quand l'idée qu'un pays africain puisse produire ses propres armes devient acceptable, la dépendance cesse d'être une fatalité. Quand l'idée qu'une armée puisse être formée sans tutelle extérieure se normalise, le contrôle idéologique recule. Quand l'idée qu'une guerre soit liée aux ressources est dite à voix haute, la naïveté devient intenable. C'est là que le récit dépasse un homme. Le nom de Traoré devient secondaire. Ce qui reste, c'est la mécanique enclenchée. Si elle tient, d'autres limites. Si elle échoue, elle dissuade durablement toute tentative future. Le continent n'est donc pas spectateur, il est laboratoire. Chaque réaction, chaque commentaire, chaque absence de réaction pèse plus qu'il n'y paraît. La vraie question n'est pas et ont-ils raison ?
3 S, mais et 2, que se passe-t-il si personne n'ose plus essayer? 3 laisses. À partir de là, l'inconfort devient inévitable, car refuser de choisir, c'est déjà choisir le maintien d'un système dont les résultats sont connus. Et une fois que cette prise de conscience s'installe, une dernière étape s'impose, imaginer ce qui vient après, si cela est accepté, si cela est bloqué, ou si l'on continue à regarder ailleurs. À la fin, il ne reste pas une conclusion, il reste une bifurcation. Si ce chemin est accepté, alors la guerre cesse d'être une anomalie africaine. Elle devient un révélateur de dépendance ancienne, de compromis silencieux, de sécurité sous-traitée. L'acceptation ne promet pas la paix rapide, Massia, elle promet autre chose, la capacité de décider quand et comment la paix devient possible. Si ce chemin est bloqué, le message est clair, toute tentative de souveraineté militaire sera punie par l'isolement, la pression et la fragmentation. La guerre restera gérable, jamais résolue, stable dans sa violence, rentable dans son désordre. Et si l'on continue à se taire, alors rien ne change officiellement, mais tout se fige durablement, l'insécurité devient la norme, la dépendance devient invisible et chaque nouvelle crise sera traitée comme une fatalité, jamais comme une construction. Ce récit n'impose pas une admiration, il impose une lucidité. Ce qui se joue au Burkina Faso n'est pas un modèle prêt à exporter, c'est un test, un stress test politique, militaire et mental. Il expose les lignes de faille d'un système régional bâti sur la délégation permanente de la souveraineté. Une fois ce test lancé, il ne peut pas être annulé, seulement assumé ou étouffé. Et c'est là que le choix devient personnel, pas pour soutenir un homme, mais pour décider si l'idée même d'autonomie mérite encore d'être tentée, car lorsqu'un peuple accepte de payer le prix de sa propre sécurité, il cesse d'être un problème à gérer, il devient un acteur à compter. La question finale n'est donc pas adressée aux dirigeants, elle est adressée à ceux qui écoutent, partagent, commentent.